démarrer la rencontre, cette nouvelle rencontre de poésie médium art, présidée par Jérôme Moche, qui reçoit ce soir David Douard et Frédéric Keck, qui va vous les présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Keck. Merci beaucoup David Douard d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de ce cycle de rencontres poésie, médium, art, dont l'objet, l'idée est de rapprocher des travaux d'artistes visuels avec la démarche et les travaux et les pratiques d'auteurs, d'autrices venant des sciences sociales comme de la littérature. Et c'est donc un grand plaisir de vous accueillir avec un horizon de pratiques particulièrement à première vue éloigné, puisque d'une part David Douard est artiste plasticien, principalement sculpteur, et de son côté Frédéric Keck est philosophe et anthropologue. Mais des points de proximité sont, il me semble là, déjà dans les prémices ou dans certains aspects de leurs travaux, et c'est aussi le principe de ces rencontres, sous le signe de l'expérimentation et de l'expérience, de pouvoir échanger sur des impressions ou des intuitions. Puisque, effectivement, ce qui relierait leur démarche et leurs travaux, c'est un intérêt et un certain nombre de fonctionnements, notamment autour de la métaphore, des analogies, des intérêts qui ont lieu ou qui se précisent aussi entre des passages ou des formes de porosité entre ce qui relèverait de l'humain, du non-humain, en ce qui relèverait aussi du vivant, du non-vivant, et un intérêt sur des formes de flux, de fluide, de virus, de viralité, qui sont à l'œuvre à la fois dans leurs travaux visuels et dans leur forme de recherche scientifique à dimension anthropologique, entre autres. Et ce sera, il me semble, l'intérêt de cette rencontre, d'essayer de voir comment, à partir de ces prémices, des travaux peuvent entrer en résonance dans le cours, parfois plus long du temps. De son côté, donc, Frédéric Keck est philosophe et anthropologue. Après des études de philosophie, il a contribué depuis une quinzaine d'années à une relecture particulièrement inventive et dynamique de l'histoire de l'anthropologie française, et notamment dans ses liens avec la philosophie de ces mêmes périodes, mettant en rapport ce lien souvent oublié ou dénié d'ailleurs, rapprochant les entreprises donc notamment de Lévi-Brühl et de Lévi-Strauss des travaux scientifiques de Comte, de Bergson ou de Durkheim. Il a fait paraître dans cette lignée de ces travaux un certain nombre d'ouvrages comme Lévi-Strauss et la pensée sauvage au PUF en 2004, ou bien Lévi-Brühl entre philosophie et anthropologie, contradiction et participation aux éditions du CNRS en 2008. Cette même année, il avait été d'ailleurs aussi le coéditeur dans la bibliothèque de la Pléiade, du volume des œuvres de Claude Lévi-Strauss. Et puis, à partir de ces prémices, il entreprend aussi toute une série d'enquêtes anthropologiques sur les crises sanitaires liées au virus à dimension animale. Et cela, donc, depuis de nombreuses années, avec une scène privilégiée qui est l'Asie du Sud-Est et 3 entrées particulières, 3 lieux de sentinelle que sont Hong Kong, Taïwan et Singapour. Donc son travail particulièrement remarqué, notamment dans les circonstances passées et encore présentes, se situe à la croisement de l'histoire des sciences, de la sociologie des risques, de l'anthropologie bien évidemment, et de la redéfinition aussi des liens entre l'humain et l'animal. Il avait fait paraître en 2010 un essai intitulé « Un monde grippé » aux éditions Flammarion, et puis en 2020, il a fait paraître Les Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine. C'était d'ailleurs un livre qui avait été d'abord édité aux États-Unis, puis par les éditions Zone Sensible, puis repris en édition de poche l'année dernière, augmenté d'ailleurs d'une postface qui contextualise cette entreprise particulièrement stimulante, et nous y reviendrons, d'enchaînement aussi, d'analogie entre des scènes et des objets
à première vue, là aussi, assez éloigné. Il a fait paraître aussi plus récemment un ouvrage aux éditions des Clés de Brouwer intitulé Signaux d'alerte, contagion virale, justice sociale, crise environnementale. Il est par ailleurs directeur de recherche au CNRS. Il a dirigé le laboratoire d'anthropologie sociale. Et puis, il a été aussi en charge de l'enseignement et de la recherche au musée du Quai Branly, institution pour laquelle il organise au mois de juin prochain une exposition consacrée aux microbes. Et il a fait, mais il nous en parlera d'ailleurs aussi, paraître tout récemment, un livre pour enfants intitulé Lara de Rosa. De son côté, David Douard est artiste. Après des études aux Beaux-Arts de Paris, il développe une série d'expositions qui le font remarquer tout particulièrement. On en reviendra à une exposition à Béton Salon, puis très rapidement en 2014, une exposition au Palais de Tokyo, puis dans toutes sortes d'institutions en France, d'ailleurs à la fondation d'entreprise Ricard il y a quelques années, et puis plus récemment au FRAC Île-de-France, au plateau, l'année dernière. Mais aussi de très nombreuses expositions à l'étranger, on ne les citera pas toutes, l'année dernière en Chine, antérieurement en Irlande, en Italie, en Norvège, et puis on peut voir ouvertes 2 expositions, l'une à Londres et au Pirée, il me semble. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis il y a quelques années et il est représenté par la galerie Chantal Croussel. Et son travail, en fait, a pour point de départ souvent le langage, des formes de poésie, des poésies souvent prélevées, qui proviennent d'ailleurs assez souvent des contextes numériques ou d'Internet, anonymisés, et qui ont des préoccupations souvent liées au malaise, à la maladie, aux catastrophes, aux désastres. Et ces éléments constituent dans son univers un élément de fluide qui vient et qui irrigue une dimension quasi performative d'ailleurs de ces pièces, qui, de l'espace de l'atelier à l'espace d'exposition, élabore des mondes alternatifs à dimension critique ou utopique. Selon le principe de ces rencontres, nous allons d'abord écouter Frédéric Keck qui va nous proposer une intervention, et puis David qui nous proposera des images de son travail, et s'en suivra un moment d'échange. Merci beaucoup Jérôme pour cette invitation et cette introduction. Je suis très heureux de la rencontre avec David Douard, qui a déjà été initié par une première discussion. Et donc, on a effectivement pu sentir les échos qu'il pouvait y avoir entre nos recherches. Je voudrais donc vous faire part de la trajectoire qui m'a mené à effectivement éclairer cette crise sanitaire de la Covid-19 à la lumière d'enquêtes que j'ai menées depuis une quinzaine d'années et qui s'inscrivent aussi dans une réflexion philosophique sur les rapports entre l'humain et le non-humain, qui sont au cœur des reconfigurations de l'anthropologie aujourd'hui, puisque effectivement je considère les virus comme des signaux des transformations des rapports entre humains et animaux. Et j'étudie particulièrement donc, les virus qu'on appelle zoonotiques, ceux qui se transmettent aux frontières entre les espèces. Alors, pour vous dire effectivement comment je suis arrivé à poser cette question, je suis parti donc effectivement d'une thèse de philosophie sur Lucien Lévy-Bruhl, qui est une des figures fondatrices de l'anthropologie française, et qui avait lancé cette énigme de comprendre comment, dans certaines sociétés d'Amazonie, les humains pouvaient dire sans contradiction qu'ils étaient des oiseaux. Alors ils le disent dans certaines conditions rituelles, ils le disent dans certaines situations aussi de la vie, quand ils vont chasser ou quand ils invoquent les esprits des morts. Mais cet énoncé a connu toute une transformation dans l'anthropologie française à travers Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveros de Castro, Philippe Descola, qui ont résolu l'énigme par une étude de ce qu'on appelle les ontologies, c'est-à-dire les façons pour les humains de s'identifier à des non-humains dans des circonstances particulières.
d'une façon qui échappe à notre ontologie, qui sépare la nature et la culture. Et une des façons de résoudre l'énigme, c'était de dire que quand les Indiens Bororo chassent des oiseaux, ils se mettent à la place de l'oiseau pour pouvoir percevoir l'environnement à sa façon. Et donc ils prennent le point de vue de l'oiseau, et c'est ce qu'évoquent aussi les plumes dont ils sornent, les esprits qu'ils invoquent quand ils sont dans des transes. Donc, c'est toute une réflexion sur la présence des oiseaux dans les sociétés amazoniennes, très différente de ce qu'elles pouvaient être dans les sociétés européennes de la fin du 19e siècle. Ce qui me conduit immédiatement, effectivement, à faire cette petite publicité pour le livre que je viens de sortir, qui est un livre pour enfants, qui s'intitule donc Lara de Rosa, les microbes. C'est toute une série sur un oiseau empaillé qu'on trouve au château de Rosa Bonheur, donc une artiste animalière du 19e siècle dont on célèbre le bicentenaire. Et on a imaginé donc dans ce livre que Louis Pasteur arrive chez Rosa Bonheur parce qu'il y a une maladie mystérieuse, et Louis Pasteur enquête sur les animaux qui ont pu transmettre cette maladie. Et voilà, on découvre que ce sont les perruches qui ont été importées du Brésil et qui ont apporté donc ce virus de la psittacose. Donc voilà, j'inscris aussi ces réflexions philosophiques sur un fond historique, aussi médical, où on s'interrogeait finalement sur ces oiseaux qui venaient de loin et qui pouvaient apporter ces entités invisibles qu'étaient les virus. Donc de la même façon que dans les sociétés amazoniennes, on voit les oiseaux à travers les esprits des morts, les esprits des animaux. Eh bien, dans les sociétés européennes, on a reconfiguré nos rapports aux animaux à travers les microbes qu'ils nous envoient, notamment à la suite de la révolution pasteurienne qui introduit la microbiologie. Alors, cette piste, je suis arrivé à la suivre parce que j'ai commencé des enquêtes en 2005 sur la grippe aviaire qui arrivait en Europe, et j'ai découvert le travail de ce qu'on appelle les chasseurs de virus. Donc les chasseurs de virus, c'est ceux qui vont prélever des animaux pour trouver des virus nouveaux et anticiper des maladies qui peuvent se transmettre aux humains. Donc Robert Webster, c'est le grand spécialiste de la grippe, et vous voyez donc comment dans la couverture de son livre, il met en relation ces virus qui rentrent dans les cellules et puis les oiseaux qui rentrent dans les villes. Alors, c'est effectivement tout un ensemble d'analogies qui m'ont beaucoup fasciné, et qui ont façonné le monde, notamment asiatique, puisque on a fait l'hypothèse que des pandémies de grippe viendraient des oiseaux de Chine au début des années 2000. Et on voit donc sur ces images à la fois les circulations des virus de grippe entre oiseaux sauvages, domestiques, cochons, humains, et puis les circulations des humains sur la planète. On imagine qu'un virus pourrait ainsi franchir les frontières d'espèces et les frontières des territoires. Et il y avait aussi toute une façon de représenter ces virus comme des terroristes qui allaient déclencher une réaction catastrophique qui pouvait arrêter l'économie de la planète. Et ça, c'était dès les années 2000, avant que le scénario catastrophe se réalise avec la Covid-19. On voit sur l'image en haut à droite que un virus, qu'est-ce que c'est ? C'est une partie de code des génétiques, un ARN, qui va rentrer dans une cellule parce qu'il n'a pas les moyens de se répliquer et qui va détourner le matériel du noyau de la cellule pour se reproduire et sortir de la cellule en se multipliant en des virions qui vont ensuite envahir d'autres cellules. Et le vocabulaire du détournement est exactement celui qu'on applique aussi à des terroristes qui prennent un avion pour le transformer en arme, hijack. Et c'est pourquoi on a donc représenté en 2005, au moment où la grippe aviaire arrivait en Europe, les volailles comme des bombes à virus. Donc on retrouve un peu ces images où les oiseaux sont anthropisés, non pas en prenant le point de vue de l'oiseau comme le chasseur amazonien, mais en passant à travers les virus qui font des analogies avec nos peurs, finalement des menaces qui révèlent les fragilités de notre planète.
Alors, dans cette enquête, j'ai donc suivi tous ceux qui mettaient des distances avec les oiseaux à travers le risque de grippe aviaire, mais qui en même temps établissaient une relation à bonne distance pour produire de l'information sur ces virus que contenaient les oiseaux. Alors, c'était donc des fermiers qui vaccinaient des oiseaux, et certains oiseaux n'étaient pas vaccinés. Parce que comme ça, ils portaient les signes de la grippe quand elle arrivait dans la ferme. Et ce sont justement des oiseaux sentinelles. Et le nom en chinois pour ça, c'est des oiseaux, des poulets soldats siffleurs. Donc on retrouve un peu cette métaphore de la guerre contre le terrorisme, mais avec un enrôlement des animaux. Ce sont des marchés où les consommateurs veulent acheter du poulet vivant, donc il y a un risque de transmission. Donc ils vont encadrer cela avec tout un ensemble de mesures de régulation, dont on parle bien sûr beaucoup en ce moment avec les images de marché chinois où il y aurait des animaux sauvages, mais c'est d'abord donc des animaux de type volaille ou poisson. Il y a des vétérinaires qui viennent faire des prélèvements sur les volailles, oies, canards, cailles, ou qui vont aussi dans les réserves d'oiseaux sauvages pour là aussi faire des prélèvements sur leur déjection. Donc on a ici des étudiants un peu seuls sur une île où il n'y a pas d'oiseaux, mais il faut imaginer que tout autour c'est une réserve avec plein d'oiseaux dont ils récupèrent les traces. Et puis on a aussi des citoyens ordinaires qui ont un rapport aux oiseaux par les marchés d'oiseaux d'ornement, ou d'autres qui vont acheter des oiseaux pour les libérer. C'est une pratique que j'ai beaucoup étudiée parce que des bouddhistes imaginent donc que l'oiseau qu'ils libèrent va avoir un effet sur leur âme dans une conception du cycle des âmes. Et les biologistes leur montrent qu'ils peuvent transmettre des virus par ce geste de libération, parce que les oiseaux sont stockés dans des cages où ils sont stressés, ils ont beaucoup de risques d'exposition à des virus. Et donc les citoyens bouddhistes vont porter des masques pour garder une pratique religieuse tout en respectant les règles sanitaires. Donc c'est tout un ensemble de compromis dans des formes d'attachement aux animaux traditionnels qui sont reconfigurés par l'imagination que ces animaux pourraient transmettre des virus. Alors, donc ça, c'est des pratiques que j'ai observées, mais il y a aussi tout un ensemble de représentations, visuelles de ces virus. On parle bien sûr beaucoup en ce moment de la dissémination des virus dans les bâtiments. Puisqu'il faut faire la mesure des particules virales. Et c'était des techniques qui ont été appliquées pour les marchés aux animaux, où on voit comme ça, auprès des lieux où on abat les volailles, comment ça dissémine du virus dans l'espace du marché. Donc là aussi, il faut imaginer, quand on rentre dans ce lieu plein de plumes et de sang, qu'il y a aussi ces particules invisibles que sont les virus. Et voilà, je vais introduire progressivement des œuvres d'art, puisque en fait, dans le travail que j'ai fait, c'était effectivement d'abord très en discussion avec des scientifiques, avec aussi les formes d'images qui produisent et qui diffusent dans les médias. Et je me suis intéressé à la façon dont des artistes pouvaient un peu ralentir ou subvertir les inquiétudes, les angoisses, les peurs sur lesquelles jouent les scientifiques quand ils font ces images de circulation de virus entre animaux et humains. Et donc là, c'est une œuvre que j'ai découverte en 2013, donc à la Wellcome Collection à Londres, une artiste vietnamienne qui s'appelle Lena Bui et qui a travaillé pendant un an avec des biologistes au Vietnam, en les suivant dans les fermes, dans les marchés où il faisait ces prélèvements pour essayer d'encadrer les pratiques de vente et de consommation de volailles. Et finalement, elle a choisi de se concentrer sur un village au nord du Vietnam où les éleveurs de volailles fabriquaient des coussins qu'il exportait ensuite en Chine. Et elle a filmé les mouvements par lesquels les plumes de volaille sont en quelque sorte distribuées dans l'espace du village pour être séchées et ensuite mises dans des coussins. Et ça donne un film très beau, très lent, où on entend le bruit des mouches, les plumes qui volent dans le vent.
et où finalement toute inquiétude sur la transmission disparaît. Elle fait l'hypothèse que ces villageois sont tout à fait immunisés à force de fréquenter quotidiennement les plumes des volailles. Donc des artistes se sont emparés au début, dans les années 2005-2010, de ce motif de la grippe aviaire pour réfléchir à quelle relation on peut avoir aux oiseaux aujourd'hui. Alors une autre rencontre artistique que j'ai faite quand je commençais mes recherches, c'est celle de Space Invader ou Invader, qui lui joue plutôt sur les angoisses, hein, qui va plutôt accélérer la peur. Il a commencé à poser des alias à Paris en 1997. Justement quand il y avait le début de la grippe aviaire à Hong Kong. Et puis progressivement, il a élargi son dispositif à d'autres villes, Tokyo, Los Angeles. Et il est arrivé à Hong Kong en 2001 il a rencontré un artiste de rue, mais qui ne se qualifiait pas d'artiste, qui était un calligraphe qui faisait des signes sur les murs de la ville. Et j'ai donc découvert une exposition de cet artiste après sa mort, où on montrait sa rencontre avec un artiste de rue, donc Invader. Et à la suite de cette rencontre, Invader a imaginé qu'il pourrait mettre des alias un peu partout dans la ville de Hong Kong. Et il a représenté un peu comme une invasion de la ville sur le mode presque d'un attentat. Hein. Donc c'est pour ça que c'est daté de septembre 2001 pour jouer sur les analogies entre le terrorisme et l'invasion virale. Et puis, plus récemment, donc en 2012, il a fait une exposition à Hong Kong où là, il a pu placer ses alias. Donc là, on est dans l'imaginaire de la viralité avec cette analogie entre cet être proliférant qu'est le virus et puis la façon dont les Chinois eux-mêmes perçoivent de l'écriture un peu partout dans l'espace de la ville. Et ça m'a beaucoup intéressé pour réfléchir justement à la façon dont le virus peut être une information qui nous permet aussi de nous réapproprier le territoire, de voir autrement les lieux de vulnérabilité, de poser des questions d'appartenance. Alors, j'en arrive maintenant, donc, après ces rencontres avec des artistes, à un travail que j'ai fait donc au musée du Quai Branly pour essayer de porter cet imaginaire des virus dans l'espace du musée. Donc, j'ai travaillé au musée du Quai Branly entre 2014 et 2018 et j'aimais bien commencer mes présentations sur la grippe aviaire avec cette image du musée, puisque le musée du Quai Branly a été conçu comme une écologie singulière avec son bâtiment à l'ombre de la Tour Eiffel, ses bassins, et dans ces bassins des canards. Et quand je suis arrivé au Quai Branly, certains canards étaient décédés, pas de la grippe aviaire, mais avaient été électrocutés. Mais donc on se préoccupait beaucoup de la santé de ces canards, et surtout on se préoccupait de la santé des objets à l'intérieur du musée, puisque les objets dans un musée sont exposés au risque non pas d'infection par des virus, mais d'infestation par des insectes. Donc les conservateurs du musée m'ont confié cette carte des risques d'infestation, notamment vers la tour des instruments de musique, qui sont des objets en bois et qui sont proches du vestiaire. Donc il y avait une transmission possible de mythes par les vêtements qu'apportaient les visiteurs. Et puis cette carte de tous les insectes qu'on peut trouver dans les musées et qui donne donc des règles véritablement de sécurité pour la manipulation des objets. Donc je me suis un peu interrogé finalement, de même qu'on voit la vulnérabilité de nos villes à travers ces virus qui montrent que nos rapports aux animaux se transforment. Est-ce qu'on peut montrer comment dans un musée, les objets ont une vie à travers les risques d'infestation, et qu'est-ce que serait finalement cette vie que nous leur donnons en rendant visibles les insectes qu'ils peuvent contenir. Et donc ça m'a conduit à proposer là aussi une analogie entre les outils
les instruments que nous utilisons pour voir les virus, donc le microscope, et puis les objets qui sont utilisés dans des sociétés non européennes, dans des sociétés, ce qu'on appelle les sociétés des arts premiers, celles qui sont donc avant l'arrivée des instruments de mesure scientifique, et qui sont aussi des instruments de capture des petits êtres, comme des pièges à termites, et qui permettent de vivre à bonne distance de ces animaux, de prendre aussi leur point de vue, d'arriver à les intégrer dans notre société. Et donc, je juxtapose en fait dans cette exposition des œuvres, enfin des objets d'histoire des sciences, des œuvres d'art ethnographique, et puis des œuvres d'art contemporain. Donc, j'étais en discussion depuis plusieurs années avec l'artiste Hervé Di Rosa, qui est donc le fondateur des arts modestes, hein, et qui travaille avec l'Institut Pasteur, où il a fait, donc, notamment pour la Covid-19, une peinture de virus un peu effrayants. Ça s'appelle Deadly Disease, je crois. Et puis, il a aussi fait des représentations de céramique, où on peut imaginer des virus, enfin des bactéries avec lesquelles on vit, et qui sont donc en rapport plus symbiotique avec nous. Et donc l'exposition joue un peu sur ces deux rapports aux microbes, à la fois les microbes qui font peur, qui prolifèrent, et puis les microbes avec lesquels on vit et qu'on fait entrer dans nos objets. Je montre aussi dans cette exposition des tableaux qui font voir les petits êtres ou les microbes en réfléchissant au fait que Louis Pasteur était lui-même peintre. Ses parents lui avaient dit que ce n'était pas une vocation à poursuivre, mais il avait beaucoup de talent dans la représentation justement du détail. Donc il représentait les dentelles des femmes de son enfance. Je crois que là c'est sa mère. Et à l'Institut Pasteur est aussi venu un scientifique qui est ensuite devenu peintre, qui s'appelle Eugène Gabrichevski, et qui, dans la deuxième moitié de sa vie, a peint des êtres dans un hôpital psychiatrique dont certains ressemblent à des microbes. Donc l'exposition s'interroge un peu sur comment le réalisme nous a conduit à une certaine représentation des microbes, mais comment d'autres rapports aux microbes sont possibles, comme celui un peu surréel de Gabrichevski, ou la représentation totémique du paysage. C'est le rêve de la fourmi. Donc les traces de la fourmi sur le sol sont pour les aborigènes une façon de se connecter au paysage. Je montre aussi dans cette exposition des objets du 19e siècle qui rendent populaire la culture des microbes. Donc il y a des boîtes de lamelles qu'on fabrique vraiment pour les présenter au grand public, à la fois donc des lamelles microscopiques d'eau de mer, c'est les diatomes. Donc on fait des coupes pour voir les structures de ces microbes de la mer, et puis on fait aussi des microphotographies comme ici ces saintes qui sont vraiment mises sur le même plan que les microbes de la mer. Et puis on fait aussi des microfossiles. C'est donc Alcide d'Orbigny qui va prendre des grains de sable qui en fait sont des fossiles microscopiques, et qui va grandir sous forme de céramique. Donc on joue un peu ici sur les échelles, pas pour produire une représentation réaliste, mais pour agrandir la vision du monde. Et puis on montre des œuvres contemporaines donc de Luc Gérame, qui a repris toute l'esthétique des objets de cristal qu'on a notamment appliqué aux plantes au 19e siècle pour l'appliquer aux formes virales. Je crois que c'est fini. Et donc voilà, c'est un parcours qui devrait vous donner envie d'aller voir cette exposition qui donc n'est pas une exposition ni d'art ni de science, mais qui s'inscrit dans cette réflexion que je menais sur la façon dont les virus nous amènent les virus et les microbes nous amènent à penser les transformations de notre monde. Merci Frédéric Keck. David va nous présenter voilà, certains de ses travaux. Ouais, j'ai pas autant de facilité que toi à faire la conférence là. Mais c'est fou.
il y a comme une transition toute faite. Enfin, je ne sais pas si tu avais prévu, mais Non. parce que moi, quand on a parlé là de se rencontrer, donc on s'est vu dans le café, c'était bien. Et on a parlé un peu de Jean Commandon. On a parlé de... Enfin, tu as pas mal On parlé peut peut-être de... évoquer, préciser Ouais. qui était Jean Commandon. Oui. Ouais. Bah, en fait, moi, je ne suis pas un expert non plus Non. de tout ça, mais quand j'ai rencontré Frédéric, j'ai tout de suite pensé à ma première expo dans un espace où la première fois qu'on m'a proposé de montrer des choses, il se trouvait que c'était sous condition. La condition, c'était Mélanie Bouteloup à Béton Salon. La condition, c'était de travailler avec la faculté autour d'une figure assez emblématique. Mais tu peux en dire plus sur Jean Commandon, parce qu'en fait, moi, quand j'ai reçu l'information de « Ah, je devais faire une expo », alors moi, j'étais content de faire une expo, mais « Ah, il faut que je travaille sur un scientifique », c'est chiant, quoi. Enfin, je me suis dit « Ah, c'est intéressant, mais je vais pas être je vais m'y intéresser à ma manière ». Alors, Jean Commandon, je sais qui c'est, mais à ma manière. Pour moi, mais peut-être toi, tu peux dire un peu plus qui c'est, Jean Commandon. Alors, j'en sais pas beaucoup plus, mais il a été introduit justement à l'Institut Pasteur dans les années 1920 pour faire de la micro-cinématographie. Donc, il avait conçu un système de caméra qui permettait de faire des images de microbes en mouvement. Et donc, un peu comme au même moment, Jean Painlevé faisait des images d'animaux, lui, il avait des images de microbes. Oui. Et c'était utilisé pour l'enseignement. Ouais, de maladies, quoi, plutôt. Pas des hippocampes, mais des choses moches, quoi, des maladies. Et du coup, ouais, j'ai tout de suite pensé à ça, à Jean Commandon et ma première expo. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais montrer ça, quoi. Ouais, Bah oui. voilà. Parce que, en fait, c'est il y a 10 ans, maintenant. Ça fait que ça passe, le temps. Et que après cette expo, finalement, ça a été j'ai marqué plein de trucs sur mon travail depuis 10 ans, en fait. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. Et aussi, en fait, je dis qu'il y a une transition parce que quand tu parles beaucoup de relations, et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur la figure de Jean Commandon pour l'exposition, moi, ce qui m'intéressait déjà avant de commencer à travailler là-dessus, c'était une possible relation entre l'âme et l'objet, le spectateur et l'objet. Qu'est-ce qui hante les objets? Enfin, je me suis souvent posé cette question aux Beaux-Arts à Paris. Et quand on m'a... et aussi, il y avait un rapport à la technologie que j'aimais bien mettre en place, c'est-à-dire quels sont tous ces objets technologiques qui nous entourent et comment on peut en faire des sculptures sans que ce soit des objets technologiques, mais des objets qui contiennent une âme, qui contiennent une subjectivité. Donc en fait, Jean Commandon, il était parfait. Enfin, j'avais beaucoup d'énergie à ce moment-là, donc ça aurait pu être une autre figure, un basketteur, j'aurais trouvé une solution. Mais là, Jean Commandon était au top parce que c'était la relation avec Pathé Cinéma. Et ça, c'était super bien parce que j'ai pu travailler au CNC en collaboration et j'ai pu emprunter des caméras, des choses que lui avait utilisées. Donc il y avait un rapport à la technologie et finalement à ce que j'entends par la technologie, c'est-à-dire la machine, le mécanisme qui permet de capturer une image. Et donc j'y ai travaillé là-dessus. Et aussi, qu'est-ce qu'il filme? Il filme des maladies à l'intérieur du corps. Ce sont des choses qui m'intéressaient aussi, c'est-à-dire que j'étais assez inspiré par des choses qui n'ont rien à voir, mais qui ont à voir sur l'acné des adolescents. Et j'aimais beaucoup cette idée que l'acné soit une forme de résistance au monde, mais tout à fait absurde, quoi. C'est une peau pleine de boutons. Et donc je me suis dit, c'est intéressant parce que Jean Commandon, il filme les maladies à l'intérieur, et donc moi je m'intéresse aux surfaces, donc en sculpture, je me suis assez amusé sur ça. Et, je vais passer. Bon, ça c'est donc l'expo à Béton Salon. Dans laquelle il y avait des fragments de films de Commandon. Oui. Ouais. Alors, ouais. Donc en fait j'ai travaillé avec le CNC sur les films de Commandon, donc j'ai pu tous aller les voir. Il y en avait plein, mais ceux qui m'ont intéressé, c'est ceux qui filment à l'intérieur. Où ça devient abstrait, et en effet j'avais comme référence Jean Painlevé que j'aimais beaucoup à cette époque-là, et donc ce que je voulais faire de la grille de lecture pour cette expo, c'était que
le rapport au corps et à la transmission de maladies. Je sais qu'il avait fait beaucoup de films pédagogiques pour les écoles sur la syphilis et tout ça. Du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup à ce moment-là, c'était la viralité. Non pas... il y avait un rapport charnel de sculpture que je cherchais, c'est-à-dire une sorte de transmission dans les objets, mais aussi un truc de viralité informatique. J'aimais beaucoup l'utilisation de la technologie et qu'on puisse dissiper un jeu de gossip ou de bouche à l'oreille qui devienne viral en ligne. J'aimais beaucoup. Et comment matérialiser ça en exposition et en objet. Donc, qu'il ait travaillé sur les maladies, en fait, la maladie m'intéressait quelque part sous une forme de travail, une forme d'énergie de travail. Et aussi, ce que j'aimais bien, c'était que les images qui en sortent, les images objectives de scientifiques, elles ont une certaine esthétique. Alors Jean Painlevé, on lui donnait une esthétique. Finalement, il a inspiré, toutes ces images-là ont inspiré d'autres artistes. Et donc moi, je me suis dit, tiens, je vais traiter la figure de Jean Commandant avec des références d'autres artistes. Et là, dans l'expo, de manière tout à fait, sans demander aucun copyright, ou l'opposé de l'institution du musée, par exemple, je pense tout à fait. Moi, j'ai pris en ligne des images de Henri Michaud, les dessins de Mescaline. Mais c'est après. J'ai aussi mis Derek Jarman, le film Blue, qui parle de la maladie du sida. Donc j'ai essayé de subjectiviser la maladie. Et comment tout ça, comment la maladie, un rapport à comment on capture des images de la maladie, soit en fait des images mentales et cérébrales. Je cherchais ça, quoi. Pour mon propre travail, mais aussi à travers le travail des autres. Donc ça, c'était l'intro. Peut-être je peux mettre j'ai pas mis dans l'ordre, en fait. Je suis con. Ouais. Bon, ça, c'est l'expo en général, mais au début, il y avait tu me montrais des dessins des trucs de Pasteur. Jean Commandant, il faisait des dessins vachement beaux. Ouais. Ils sont pas là, ils sont au début, on verra après. Et que j'ai mis dans l'expo à l'entrée. Ce sont les dessins, les 3 petits dessins tout au fond là. Et donc je montrais des images des dessins de Commandant et d'autres choses. Bon, à l'entrée de l'expo, ce que j'ai fait, donc du coup, j'ai travaillé avec cette idée de mécanisme de reproduction d'images, et j'ai pris des outils comme les télés. J'ai pris dans les Emmaüs des télés de génération des années 90 où on passait beaucoup de temps comme des mollusques à regarder la télé. Donc en fait, je me suis dit c'est intéressant, je vais montrer les films de Commandant sur des télés de la génération télé. Voilà. Donc c'est là, les cubes comme ça au sol. Et puis il y a un projecteur 16 mm à côté où j'ai mis en boucle juste l'amorce bleue qu'on utilise pour les films 16 mm pour que ça démarre. Donc c'est-à-dire que c'était un non-film, c'était juste un film bleu où en fait au fur et à mesure de l'expo, la pellicule se détériorait et donc devenait des poussières. Les poussières devenaient visibles. Donc c'est un peu un système de microscope, quoi, quelque part. Donc il y avait un rapport comme ça que je voulais tout de suite mettre en place, c'est-à-dire créer des pièces qui puissent parler de ce rapport de Jean Commandant à la science, comment il prenait les images de bactéries, mais comment, avec l'art aussi, on peut créer des supports de pensée différents, en fait. Donc, et puis au-dessus, j'ai mis une pub iPhone que j'ai imprimée. Et c'est important parce que dans l'expo, je suis allé sur Internet et puis j'ai commencé à discuter avec un garçon qui fabriquait des microscopes à base de iPhone recyclés que j'ai mis à la fin de l'expo, tous nos échanges et nos images qu'on se transmettait. Ah ouais, merde. Là, j'arrive Ça, c'est les dessins de Commandant, qui étaient super beaux, qui m'ont fait penser à Henri Michaud, les dessins sous mescaline, que j'ai mis après. Et attends. Ça, c'est un bout de caméra de Commandant qu'il avait utilisé, que j'ai mis à l'entrée de l'expo comme une relique. Une sorte d'objet mental, quoi. Et donc, ouais, moi, j'ai fait un dispositif assez
assez pauvre. Je voulais un dispositif assez pauvre pour cette expo, avec des références pas mal aux jeux vidéo, à l'avatar, à l'utilisation de la technologie comme une sorte d'extension de nos corps, quoi. Et ça, c'est un truc que je cherchais pas mal. Ça, c'est la pellicule. Ah, c'est tout dans le bordel, les photos, désolé. Et dans les sentinelles des pandémies, il y a un passionnant passage plutôt vers le début où le musée apparaît comme justement une sorte de préalable de ce qu'il est, un lieu de stockage, d'accumulation, notamment les musées d'ethnographie ou d'histoire naturelle au 19e siècle et au 20e siècle. Et qui accumulent donc bien évidemment des connaissances, des objets, avec des traditions d'ailleurs nationales très différentes, qui sont particulièrement finement mises en perspective dans le livre. Et cette dimension-là, qui est la caractéristique des musées, est-ce qu'elle pourrait fonctionner aussi du côté des lieux qui sont des lieux plus temporaires d'exposition, comme les centres d'art, puisque toi, ton travail, on le voit bien sûr dans des galeries, dans des centres d'art, dans des musées aussi, où le roulement fait que les expositions tournent, souvent des lieux qui n'ont pas de collection particulière. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette dimension de stockage qui est importante aussi dans cette question du virus ? Oui, donc là, David vient de nous montrer une exposition et moi aussi, j'ai essayé de concevoir une exposition et j'ai beaucoup réfléchi à ce terme d'exposition parce que c'est aussi un terme médical, en fait. Hein. On s'expose à l'air avec tous ces risques d'infection et on s'expose à un public et on s'expose aussi à des réactions affectives qui peuvent être positives ou négatives. Mais en fait, en travaillant dans un musée au quotidien, dans l'administration du musée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'exposition sans des lieux de stockage qui sont donc des réserves qui sont aussi un peu comme des ressources, des trésors qui sont accumulés au cours des siècles par des États. Donc c'est toute la question de la propriété et de la restitution des œuvres, débat dans lequel on était assez impliqué au musée du Quai Branly. Et ce rapport entre la réserve et l'exposition, ça m'a aussi fait réfléchir par analogie avec ce que j'ai montré au début de l'anticipation des virus, des virus émergents, des maladies nouvelles, par l'observation des réservoirs animaux. Finalement, ce que font les virologues avec lesquels j'ai travaillé, c'est de produire de la connaissance sur les microbes qui circulent chez les chauves-souris, chez les oiseaux, chez les cochons, pour anticiper ce moment où on est exposé à des maladies nouvelles. Et donc, c'est pour ça que dans l'exposition que j'ai faite, je voulais faire ce petit rappel que les objets qu'on présente, ils sont sous vitrine, mais en fait, il y a plein de vie en dessous. Alors, au Quai Branly, en plus, les réserves sont sous les pieds. Et du coup, ça m'amène à une réflexion aussi par rapport à ce que vient de nous montrer David, parce que là, il met en relation finalement des films de biologistes et puis des œuvres qu'il a faites lui-même où il veut réfléchir à l'expérience de la maladie, finalement, à ce que c'est justement l'éruption cutanée. Et en fait, moi, ce que j'ai décrit dans mes travaux et puis dans ce projet d'expo, c'est plutôt l'anticipation, l'imagination d'une maladie, en fait. Quand on imagine qu'il pourrait y avoir de la maladie, qu'il pourrait y avoir des virus qui se transmettent, comment on réorganise l'espace dans lequel on vit ? Mais peut-être parce que justement, je ne travaille pas la matière comme tu le fais, avec cette dimension un peu de violence et d'affect avec la matière pour penser la maladie. Oui, c'est vrai que il y a un moment, les chemins ils se séparent clairement. C'est-à-dire que il y a le champ des possibles, quoi, quand on commence à. En tout cas, je sais que par exemple le film de Derek Jarman, Blue, il veut parler de ce qu'il ressent lui au fond de son corps quand il a le virus du SIDA, et il dit que
que c'est c'est le cinéma qui peut représenter ça. Donc en fait, c'est juste un écran bleu. C'est un écran bleu qui est dans une salle de cinéma où on ne voit pas d'image. Donc justement, il y a une sorte d'annulation de l'image, et c'est juste une voix. Et il parle de son quotidien. Et c'est-à-dire que moi, j'aime bien quand l'affect des artistes embrasse la technologie, parce qu'il utilise le cinéma, Derek Jarman, aussi parce que c'est un outil pédagogique quelque part. Et il le pervertit avec une subjectivité forte. Quand on va voir le film, on est coupé d'informations objectives. On voit un écran bleu. Donc on est plongé dans une intériorité, une subjectivité qui fait qu'on a une relation à ce qu'il ressent, lui, de corps à corps. Et ça, je trouve que c'est des choses qui m'intéressent quand il y a ce rapport-là de maladie intérieure. L'acné, c'est encore autre chose. Mais c'est une sorte de révolution interne, sans slogan. Non, mais l'acné, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est une expérience de maladie, de petite maladie à travers laquelle tout le monde passe. Ça ressemble à la vérole, par exemple. Qui était ou un rite d'initiation. Enfin... Oui, de scarification, ouais. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de penser l'acné comme une façon de rendre visible la maladie, parce que c'est pas immédiat. Ouais, après j'avais fait aussi un truc dans Béton Salon, j'avais mis un film de Greg Araki qui s'appelle Mysterious Skin. Et parce je sais que Jean Commandon, il avait commencé à travailler sur la peau. Et il y a ce truc il a pénétré la peau pour filmer des maladies à l'intérieur. Et la surface de la peau, au début, l'intéressait comme une forme d'expression de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement dans les objets. Et ouais, dans cette idée d'âme et tout ça. Et le film Mysterious Skin de Greg Araki, je l'ai mis dans l'expo. J'ai mis juste l'intro de l'expo, du film. C'est un enfant qui se reçoit des Kellogg's sur lui, qui est une sorte de métaphore d'une éjaculation sur lui, parce que c'est l'histoire d'un viol. Et en fait, tout le long du film, il contient cette information en lui. Et le film s'appelle Mysterious Skin. En fait, je trouve qu'il y a un truc comme ça où la science s'arrête, quoi. Il y a l'affect, quoi. Et ça, c'est pour ça que cette expo, elle avait ce croisement que j'aimais bien. La chair de poule. Pourquoi et certaines œuvres permettent de donner des clés comme ça, que la science ne peut pas. C'est pour ça que nos chemins se séparent, se retrouvent. Il y a un peu ça, ouais. Pour prolonger l'esprit de la rencontre, enfin, quand Jérôme nous a fait discuter avec David, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux partis d'une interrogation sur l'animisme. Donc toi, c'était plutôt l'animisme, l'âme qu'on attribue aux objets. Et puis moi, c'était une réflexion philosophique sur ce qu'on a appelé l'animisme des sociétés primitives qui attribuent des âmes aux objets ou aux plantes ou aux animaux. Et en fait, on a des détours différents pour résoudre cette question, parce qu'effectivement, c'est par une émotion qu'on peut se projeter dans l'objet ou dans l'animal. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de prendre la maladie comme une façon de rentrer dans l'intériorité de l'autre, avec pour moi cette question qu'on ne peut jamais savoir ce que c'est que la maladie d'un animal, en fait. Alors que voilà, l'acné, c'est vraiment l'expérience universelle, humaine par excellence. C'est vrai que l'animisme, c'est un truc qui m'a pas mal plu, justement, pas tant par le rapport à l'animal, bizarrement, mais tout à l'heure, on regardait des images de marais, de la chronophotographie d'un animal découpé en images. Moi, j'avoue que je crois que j'ai bien aimé le rapport animisme à la technologie. Au-delà de l'animal, enfin, bien sûr que ça vient de là, mais ce qu'on peut appeler une sorte de techno-animisme, mais qui englobe aussi un rapport à l'animal. Enfin, ça devient des chimères, tout ça, quoi. Mais qu'il y ait de toute façon un rapport à ce qui n'est pas
comment la société moderne a objectivisé le monde. En fait, c'est juste un rapport à ce qui est autre et comment on lui charge d'une âme. Et c'est vrai que j'envisage la sculpture et les expos souvent de cette manière, ouais, en pensant une relation, une forme de corruption, de hacking aussi de l'objet. Bon, du coup, l'animal, c'est quand il arrive dans mon univers, il est souvent digitalisé quelque part. Ouais. Il passe par un filtre objectivisé pour être resubjectivisé, quoi, comme s'il y avait une sorte de... On s'était trop éloigné de la nature, on l'avait dompté et rendu digital, et comme si ma génération d'artistes qui ont beaucoup travaillé avec les technologies, on devrait se rapproprier les technologies et la représentation de l'animal via ces technologies. Moi, j'aime bien penser comme ça. Tu veux que je continue à... Non, on peut regarder d'autres œuvres. On peut aussi, peut-être, une question qui m'intéresserait serait aussi le passage entre le travail du côté de l'atelier au lieu d'exposition. Est-ce que ça fabrique quelque chose de spécifique? Est-ce que justement aussi en écho par rapport à des problématisations en termes de compréhension plus collective, est-ce qu'il y aurait des sortes d'analogies qui pourraient fonctionner entre l'atelier et les expos? Voilà, entre l'atelier et donc une proximité et un usage, pourrait-on dire, privé, et quelque chose qui se publicise? Dans l'atelier, il se passe plein de choses qui sont de l'ordre des rites. Je pense que y a des gens qui dansent avec des plumes. Dans l'atelier, il se passe plein de trucs de ce genre-là. D'accord. Une relation à l'objet qui comprend le fait que dans le musée, enfin dans l'expo, après, ça va être, il faut trouver le moyen de pas tout donner après. Enfin, c'est ce qui crée la hantise de l'objet. Dans la relation qu'on a à l'atelier, et après il faut penser à la relation que le spectateur va avoir avec l'objet dans l'espace d'expo. Il y a une sorte de... Il faut à un moment lui faire sa propre cage, tu vois. Dompter le socle. D'accord. Avec des différences... un rituel... Différence de temporalité, parce que le visiteur, la visiteuse a une sorte de temps de contact avec l'œuvre relativement brève, comme peut-être peut suffire d'ailleurs aussi parfois le temps de contact d'un virus. Ouais, je sais pas si les œuvres sont des virus, mais non, mais ils contiennent quelque chose. Après, on décide de danser avec ou pas. Enfin, oui. On s'expose. Mais voilà, Derek Jarman s'était montré comme ça, sous une forme d'ordinateur, de jeux vidéo. Non, après, voilà, ça a donné naissance à des sculptures comme ça, qui sont comme des sortes de petites bactéries, mais qui sont devenues des bas-reliefs, qui contiennent certains troubles adolescents aussi, ouais, la peau comme ça. Et voilà, ça m'a permis de créer des formes, en fait, cette expo. Des choses comme ça, très sculpturales. Ça, c'était aussi un espace où tu pouvais éventuellement boire la larme de l'œil, donc boire la peine ou la joie de cette jeune fille. Donc un truc de contamination, mais d'émotion. Et ça, c'était dans l'expo, sous une forme de plateau, point d'information, point de rencontre. C'est de transmission, mais plus pop, quoi. Ouais. Ça, c'était des trucs sur Commandon que j'ai couplés avec des archives de Commandon que j'ai couplées avec en dessous d'autres archives à moi d'adolescents un peu déprimés, mais en questionnement, quoi. Ça, c'est donc les trucs que j'ai fait avec le type qui a inventé ce truc de iPhone recyclé en microscope.
Et j'ai affiché toutes nos correspondances. Et donc, pas mal d'images de gens qui se mettaient le microscope sur eux, sur leur peau. Et je trouvais ça assez intéressant qu'en fait, à un moment aussi, l'outil de l'enregistrement des informations sur le corps, qui est quand même le plus sévère aujourd'hui, c'est le iPhone, c'est-à-dire qui enregistre toutes nos données, que ce soit l'utilisation qu'on en fait ou voir les photos qu'on fait avec, et qu'à un moment, la surface de la peau, ça s'arrête, quoi. L'iPhone n'est pas encore rentré à l'intérieur. Et je trouvais ça intéressant qu'en fait, on a encore quand même... on a encore une peau qui nous sépare d'une forme de contrôle, quoi. Donc, et j'ai appelé l'expo Inner Space aussi, en référence au film de Joe Dante, cet homme-là qui se miniaturise pour entrer dans le corps de la femme qu'il aime. Oui, pour la sauver, oui. Non, alors, tu devrais le voir parce que peut-être ça va créer des liens. Non, mais c'est vrai, mais tu vois pas, il est à la fin du... Non, je ne vais pas te dire à la fin du film, mais il est bien, ce film. Du coup, voilà, ça c'était... Et une exposition comme ça fonctionne un peu comme un laboratoire ou une sorte d'expérimentation, puisque c'est aussi ouvert, contrairement au laboratoire, c'est ouvert à des publics. Ouais, c'est pas mal de publics de fac et tout ça, oui. Mais aussi à l'art contemporain. Enfin, des gens qui vont voir de l'art, quoi. Ça a fonctionné, ça a bien marché, c'était bien. C'était plutôt des gens qui venaient voir les œuvres de Commandon, qui étaient très déçus. Et ça, c'était bien. Enfin, quelque part. Non, parce que finalement, là, c'est Henri Michaud. C'est des dessins de Mescaline, mais que j'ai... Retraité, oui. Ouais, j'ai retraité, voilà. Sur un papier argentique qui disparaissait dans le temps. Donc il y avait un truc de disparition. Des dessins de Mescaline comme un souvenir de prise de drogue, quoi. Mais qu'il ne reste rien. Voilà, c'était ça. Parce que quand Henri Michaud il faisait ses dessins sous Mescaline, c'est la représentation d'un voyage intérieur, de prise d'une substance. Il y a un rapport comme ça de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et que des fois, on ne se souvient pas, ou des fois... Enfin, moi, j'ai voulu réactualiser un peu cette idée, avec un processus de photo qui s'éteint, quoi. Bon, après, c'est d'autres pièces, mais je ne sais pas si on aura le temps de... C'est-à-dire qu'en fait, cette expo, elle m'a permis de faire plein de choses après, où il y avait cette idée de contamination, de viralité à l'intérieur des objets, liée à une source, que tu disais tout à l'heure, de poèmes que je récupère sur Internet, beaucoup, et cette envie de matérialiser le contenu digital avec cette idée de nature corrompue par les poèmes pris sur Internet. Et donc de les mettre dans des sculptures organiques comme ça, où le texte est projeté, où le texte est incorporé dans la matière. Il y a quelque chose de contamination que je fais dans mon travail, et qui a pris son point de départ avec cette expo de Jean Commandon, qui lui-même travaillait sur les maladies et tout ça. Donc après, ouais, j'ai mis plein d'images de ce que je fais, de ce qui a découlé d'après, quoi. Tout à fait. Et dans le point de départ, comme je le rappelais, comme Frédéric Keck le rappelait aussi de ces entreprises et ces enquêtes anthropologiques, c'est donc ce travail de relecture d'un certain nombre de classiques de l'ethnographie puis de l'anthropologie, et notamment des textes, on va dire des textes contemporains de Claude Lévi-Strauss consacrés à la vache folle. Et ce qui est très fort et très passionnant dans la construction des sentinelles des pandémies, c'est de voir comment ces fragments de textes infusent et poursuivent et construisent le processus de réflexion sur le terrain. Et je ne peux pas m'empêcher de voir une sorte d'analogie entre la façon dont des fragments de textes provenant là, bien évidemment, de paroles sur Internet fonctionnent peut-être dans les pièces, et comment peut-être ça vient enrichir ou même articuler l'enquête anthropologique. Alors, ça, c'est parce qu'en anthropologie, on a des grandes figures tutélaires comme ça, des pères fondateurs qu'il faut faire parler de façon un peu ventriloque. Donc, ils nous ont laissé des textes, effectivement,
certains très connus et puis d'autres moins connus. Donc ce texte sur les vaches folles, je l'ai beaucoup interprété et j'en ai fait un peu un précurseur de mon travail sur les sentinelles, Oui. puisqu'il propose de faire des vaches folles, des espèces donc des sentinelles qui vont surveiller les autres animaux qui seront rendus à la chasse. Et donc, oui, le livre commence par cette généalogie où, au lieu de lire les anthropologues philosophiquement, je les lis à travers cette question quand même très précise des maladies animales et comment justement, comme on ne peut pas savoir ce que c'est qu'une maladie animale, la seule chose qu'on voit, c'est les techniques de gestion. Et Lévi-Strauss voit tout le travail qui a été fait sur la maladie de la vache folle c'était des prions qu'on étudiait dans des sociétés cannibales et où on faisait un prélèvement sur le cerveau d'un humain, on le donnait à un singe. Donc tout ça l'a fait réfléchir à cette logique des prélèvements et comment les substances franchissent les frontières d'espèces. Et ça l'a amené à cette utopie qui est à la fois effrayante et puis à ses yeux finalement acceptable d'une société où les animaux et les humains se surveillent mutuellement, quoi, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose que ce que fait David avec Pas Commandon. tout à fait non plus, mais oui, parce que justement, c'est pas un père fondateur. Enfin, il n'est pas en dialogue avec des artistes. Mais par contre, la façon dont moi je fais dialoguer effectivement Lévi-Strauss ou Lévi-Brühl avec Louis Pasteur et les biologistes, ça c'est assez proche. Oui. Et les œuvres d'art nous surveillent-elles alors dans les lieux d'exposition, oui. Est-ce qu'elles seraient des sentinelles, pour reprendre l'analogie que développe Frédéric Keck? Je sais pas. Parce que il y a par moments aussi des figurations qui sont assez proches de formes quasi humaines, enfin, où il y a eu à un certain moment dans certains travaux des sculptures qui représentent qui sont plus figuratives. Oui. Ouais, j'aime moins. Après, ce que j'aime bien là dans ce que tu dis, c'est le truc le virus. On ne sait pas quelle forme il a, enfin, c'est vrai que les représentations qu'on a du virus sont des visuelles, en fait, sont des choses assez et ça, je trouve ça quand même très intéressant, cette chose invisible et si pesante. Donc c'est vrai que ça m'inspire pas mal cette invisibilité. Donc peut-être que dans cette invisibilité-là, il y a un truc qui est lié à l'art que j'aime bien, c'est quelque chose d'assez mental, de projection. Ça, c'est plutôt très intéressant, je trouve. Qu'on n'ait pas une figure à taper là en ce moment. Que ça crée de l'imagination. Je trouve ça vraiment bien, ça, en ce moment. Peut-être pour déplier la question provocatrice de Jérôme, est-ce que les œuvres nous surveillent ou nous regardent finalement, c'est un peu la question que tu posais sur l'animisme, c'est-à-dire si on peut prêter aux objets une âme, mais ça c'est peut-être juste de la projection. Et finalement, les technologies du digital nous permettent de concevoir ce que c'est que cette âme des objets, parce que ils sont pleins d'informations avec les téléphones portables. La meilleure expérience qu'on puisse faire de ce que c'est qu'un virus, c'est quand même d'avoir un virus qui fait sauter son ordinateur avant d'avoir justement ces virus dont on nous dit qu'on les a mais ils ne nous rendent pas malades, alors que un ordinateur qui bug, c'est parce qu'il y a un virus, et donc peupler les objets de toutes ces traces digitales, c'est aussi une façon de leur donner une âme. Oui, c'est vrai. Après, c'est... Non, mais c'est ce rapport à la relation. Quand il y a un problème, on crée une relation. Ça, je trouve ça... C'est vraiment quelque chose de très intéressant avec la nature en ce moment, quoi.
on va chercher la source. Donc on essaie d'avoir une relation avec. En effet, si on a un virus sur un ordinateur, on essaie de trouver la... Mais c'est encore un autre problème. Mais, on ne peut pas vraiment trouver aussi bien. Mais, aussi bien que le virus corporel, enfin Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir la machine. Avec, donc, en fait, c'est autant j'essaie de hacker, faire un mouvement de hacking, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comment les ordinateurs sont faits aujourd'hui, moi, ça m'intéresse parce qu'on nous pose, on fait en sorte de ne pas se poser de questions et qu'on est dans un truc de consommation. Si on décide d'ouvrir la machine, on ouvre le système qui est mis en place. Bon, ouais. Voilà. Ça, et cette dimension politique, on la retrouve aussi dans les sentinelles des pandémies, quand tu analyses très précisément comment un certain nombre de processus liés à l'observation des oiseaux s'inscrivent aussi dans la question géopolitique et la proximité, bien évidemment, avec la Chine continentale. Oui, ben ça, c'était un peu ma découverte de terrain qui m'a donné presque une position un peu prophétique par rapport à ce qui s'est passé avec la Covid-19. C'est qu'en 2007, je comprends qu'avec la grippe aviaire, au fond, on se raconte des histoires sur ce qui se passe entre la Chine et l'Occident. Mais au lieu de se faire la guerre directement, on va surveiller les virus qui circulent et on va anticiper la déflagration, la pandémie. Donc effectivement, pendant une vingtaine d'années, on utilisait le langage des maladies animales pour parler de la crainte d'une invasion du monde par les produits chinois supposés défectueux. Donc, alors, du coup, ça pose des questions parce que si on mobilise des entités géopolitiques comme ça tellement énormes, qui ont un poids économique, stratégique, avec ces toutes petites entités que sont les virus, est-ce que c'est métaphorique et puis à quel moment ça va se réaliser? Donc on a vu que ça s'est réalisé. Et ça c'était un peu un défi pour moi d'arriver à raconter cette histoire géopolitique que les historiens étudieront et raconteront beaucoup plus précisément que moi, mais avec ces images qu'on avait des oiseaux grippés. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers les artistes, parce qu'ils pouvaient justement jouer un peu sur les temporalités de ces analogies, les ralentir, les accélérer. Et dans les pièces, il y a un rapport au temps aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des expositions qui se poursuivent d'une présentation à l'autre. Bah oui, et ça se contamine clairement, ouais. Pour le coup. C'est une sorte de corruption, expo après expo. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes textes que j'utilise depuis le début, qui continuent à bégayer, à essayer de trouver leur forme. C'est des mutants, quoi. Les mots sont devenus des mutants. Ils prennent la forme de fleurs, de bec d'oiseaux, de plein de choses. Les ados ont grandi. Mais ouais, il y a un truc de viralité dans les expos, ça c'est sûr, ouais. De transmission dans le temps qui fait qu'il y a une sorte de lien de parenté, mais toujours, ça dit pas tout aussi. C'est souterrain, ça germe. C'est des promesses à chaque fois, un bégaiement. C'est pas dit. Il y a aussi l'importance de la culture et des signes de la culture urbaine. On avait pu voir aussi dans les images autour de Invader cette présence qui est importante dans ton travail, David. Ouais. Qui vient de loin, de ta propre histoire aussi, de ton intérêt pour le street art aussi, et qui est toujours, d'une manière ou d'une autre, là aussi, un peu présent. Ouais, après, j'aime pas trop le truc street art, tout ça. Non, enfin, mais Space Invader, d'ailleurs, c'était un peu notre ennemi, hein, tu sais. mais ça va. Non, mais c'est l'utilisation d'un espace
pour y apposer une forme d'expression, le graffiti, ouais, c'était important pour moi à une période. Mais maintenant, dans les pièces, j'ai essayé d'y mettre l'énergie, de l'appropriation, de dire ici, c'est chez moi. Tu vois le texte de Jean Baudrillard, Cool Killer, où il parle des graffitis à New York. C'est la seule manière d'exister pour certaines personnes dans certains endroits. Et donc, en fait, de ce qui les contraint, de ce qui les exclut, ils en font une page blanche pour s'exprimer. Les rues de Manhattan ou le métro qui fait Manhattan, Brooklyn, quoi. Et du coup, ouais, j'aime bien l'énergie du graffiti, l'utilisation de la rue et de toute forme de lieux d'expression, qui sont aujourd'hui même les ordis, enfin les murs de Facebook ou peu importe, quoi. L'appropriation des espaces pour y apposer une forme d'expression, la corruption, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi dans le graffiti qui est très intéressant, c'est la répétition d'une forme de langage qui ne veut rien dire, en fait, quoi. Ça ne veut rien dire, ce qui est écrit. La plupart du temps, en fait. Le début du graffiti, c'était ça. C'était genre vraiment un truc inutile, quoi. Cool ou I'm a killer. Enfin. Mais en même temps, ça s'inscrit peut-être dans une économie du signe qui peut-être... qui construit des mondes, si, dans la lignée qui est celle qui est la tienne d'un structuralisme revivifié, ça s'inscrit et ça ne veut pas rien dire. Enfin, ça... Mais c'est parce que ça ne veut rien dire que ça veut dire, parce que ça veut c'est dire, contre-productif. Voilà, oui. Ça, c'est subjectif, quoi. À l'époque où tout était dit, c'est-à-dire la publicité, admettons, avec un slogan. Là, le graffiti ne veut rien dire. Donc, en étant off, il est on, quoi. Il est contre-productif de sens. Et en ne faisant pas de sens, il en crée un de ceux qu'on essaye en plus de faire taire. Donc, c'était la meilleure manière de s'intégrer dans la société. C'était de stop making sense. C'est les Talking Heads à cette époque-là, en plus. C'était très important, en fait. Faites n'importe quoi. Et devenez... non, c'est quoi le truc? C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient quelqu'un ou je sais plus quoi. Enfin, ouais, voilà. Ouais, je trouve que ça, c'est un peu c'est quand on crée une sorte d'acte d'héroïsme avec le peu qu'on nous a donné. J'aime bien ça. D'accord. Pour le coup, dans le street art, ce qui m'a plu quand j'y ai réfléchi, c'est justement cette dimension un peu structuraliste que l'image n'a pas de sens en elle-même, mais par son pouvoir viral, c'est-à-dire par sa capacité à être répliquée, et à être investie par les désirs, par les émotions de ceux qui la regardent. Et effectivement, du coup, les artistes de rue, ils jouent sur les potentialités du marché avec les affiches dans les rues des villes, et puis en même temps, ils les subvertissent avec des formes d'appropriation, de signature. Mais du coup, en fait, ce qui m'avait intéressé aussi, c'est le fait que ces signes, ils prolifèrent et puis ils explosent. À un moment, ils commencent dans le cœur d'une ville et puis progressivement, ça envahit tout l'espace. Donc on n'est pas dans l'exposition, on est dans l'explosion, disait Invader. Et tout le problème, justement, quand il a fait une exposition ici à la Compagnie Générale d'Électricité, c'est que les alias devenaient des procédures de fabrication et plus des procédures de réplication, d'investissement de désir. Le graffiti, c'est un peu comme un virus, ouais, c'est vrai. Surtout quand tu l'effaces, il revient. Non, mais c'est vrai. C'est un truc un peu... Et c'est pour ça que dire que les expositions sont contagieuses, c'est très intéressant parce que c'est le point de vue de l'artiste qui essaye de penser à la façon dont son travail est animé par une nécessité immanente. Mais pour les visiteurs, c'est difficile de rattacher une exposition à une autre parce qu'on n'en voit qu'une. Une proposition, c'est une proposition aussi. Tout à fait. Je me tourne peut-être vers la salle s'il y a des questions ou des impressions. Ce n'est pas une question, c'est une information. C'est quand vous avez parlé d'acné, de surface, etc., ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez comment, il y a un philosophe américain qui s'appelle Quine, qui est assez ardu d'ailleurs,
Savez-vous comment Quine appelle nos récepteurs sensoriels? Des irritations de surface. Une très jolie formule. Quine a la réputation d'être un peu rasoir à lire, mais il y a parfois des perles comme ça. Bon, merci beaucoup Frédéric Keck, merci beaucoup David Douard pour cet échange.